On vous écoute. Donc j'ai choisi comme sujet la création d'entreprise, donc les documents du Harvard Business Review. Donc tout d'abord, j'ai envie de parler donc, des facteurs qui contribuent à la création d'entreprise. Dans un deuxième temps, les obstacles à cette création. Et finalement, les conditions relatives à la culture qui me semblent nécessaires à la création d'entreprise. Donc tout d'abord, on voit l'importance de l'opportunité économique. Par exemple, les chiffres de l'Espagne, on voit au fur et à mesure de l'enlisement de la condition de l'Espagne dans la crise, le nombre de créations d'entreprises diminue. En revanche, en France, on voit qu'il y a déjà une tendance qui s'amorce, donc à partir de 2006, et qui finalement explose avec la mise en place de conditions favorables, donc à savoir le statut d'auto-entrepreneur, qui a donc favorisé l'initiative personnelle et l'entrepreneuriat des personnes françaises. Donc finalement, ces conditions favorables ont répondu à une offre. Donc cette offre, c'était donc la demande des personnes donc, qui avaient envie de créer leur entreprise, ce qui est bénéfique pour donc, notre économie. Finalement, donc, en ce qui concerne les obstacles à la création, donc, déjà, on peut parler de la compétitivité de l'administration publique. En effet, il y a un graphique qui montre que les pays les plus restrictifs ne sont pas forcément ceux qui demandent le plus de démarches, ni ceux dans lesquels cela met le plus de temps à créer une entreprise. Donc finalement, c'est possible donc, pour une économie de se protéger avec des critères donc, restrictifs de création d'entreprise, mais d'autre part, c'est possible donc, d'être rapide dans la création d'entreprise. Par exemple, on voit que la libéralisation aide énormément donc cette création d'entreprise. On peut voir par exemple ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin, donc dans l'URSS, où beaucoup d'entrepreneurs ont vu la possibilité de créer des entreprises, de créer de la richesse. Mais également, donc, dans ces obstacles à la création, il y a également la concurrence. Donc quand on prend la France, par exemple, qui est un pays très finalement oligarchique, avec 40 grandes entreprises qui dominent la majorité du marché, c'est un problème pour ces auto-entrepreneurs qui vont être tout petits, souvent absorbés par ce marché-là, et qui finalement, une fois qu'ils atteignent une certaine taille critique, vont finir par se faire racheter. Donc, ce qui explique peut-être parfois la différence dans notre tissu d'entreprise qui est relativement dépourvu donc, de petites et moyennes entreprises. On voit par exemple qu'en Allemagne et aux États-Unis, sur le graphique, la création d'entreprises n'évolue pas forcément au fur et à mesure des années. C'est sûrement parce qu'eux ont une culture, donc c'est mon troisième point, une culture donc, du risque qui est beaucoup plus importante et qui donc permet la création d'entreprises, puisqu'on voit avec le statut de l'auto-entrepreneur qui est en train d'être réformé, puisqu'il y a seulement un quart des auto-entrepreneurs qui sont bénéficiaires, et dans ce quart-là, seulement 90% gagnent plus du SMIC. Donc on voit que malgré le fait qu'ils créent des entreprises, il n'y a pas création de richesse. Donc l'objectif premier du statut n'est pas respecté. Donc je pense que la libéralisation, la culture du risque et l'opportunité économique stimulent la création d'entreprises. Nous allons passer à la deuxième étape. Donc nous allons nous présenter tour à tour et puis vous choisirez un membre du jury à interviewer. Donc je vais commencer. Donc je m'appelle Laetitia Boniface, je suis diplômée de Schema Business School et je suis chef de projet chez PGE-PGO. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Hua, moi j'ai fait le SCP-EAP, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le conseil marketing et depuis une petite dizaine d'années, je fais de la formation et du coaching en entreprise. Bonjour, je suis Lisette Garrigue. Après des études juridiques, j'ai évolué dans le domaine des ressources humaines dans des grands groupes et depuis 5 ans, je suis consultante dans le domaine des ressources humaines. D'accord. J'aimerais vous interroger donc, sur la question suivante. En tant que consultante donc, dans le milieu des ressources humaines, quels ont été pour vous les impacts majeurs de la crise économique sur le recrutement? Alors, les obstacles liés à la crise économique, tout d'abord, ils se ressentent sur les budgets RH, qui sont des budgets qui sont très fortement sous tension du fait de la crise économique. D'accord. Et qu'est-ce que comportent en fait ces budgets RH? C'est-à-dire c'est les notes de frais ou c'est-à-dire les frais de recrutement? Les budgets RH comprennent tout d'abord tout ce qui est lié à la rémunération. Okay. La rémunération avec les charges patronales, puisqu'on sait que les budgets RH dans les budgets d'une entreprise sont parmi les plus lourds. À côté, bien évidemment, il y a tout ce qui est
les annexes, les périphériques de la rémunération, parmi lesquels les frais réels, mais il y a les frais divers, les frais de déplacement, il y a également les frais de formation. Hein. D'accord. Et est-ce que vous pensez que justement, dans le recrutement, est-ce qu'aujourd'hui les personnes sont toujours intéressées par un salaire ou est-ce que tout ce qui peut être plus, pas directement pécunier, mais la formation, les conditions de travail, la culture d'entreprise, est-ce que la crise a eu un impact également sur ces domaines-là du recrutement ? Je crois que la crise économique, bien sûr, a développé la précarité. Hein. Ça, c'est très basique ce que je vais dire. Donc, la rémunération, c'est un élément fondamental. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer l'aspect valeur d'entreprise. Hein, je travaille régulièrement auprès d'établissements ou de structures qui préparent les jeunes à la recherche d'entreprise et les candidats disent les valeurs de l'entreprise ont un sens pour moi. Et lorsque je rencontre des jeunes diplômés quelques mois après leur intégration, cet aspect-là revient régulièrement. À côté des valeurs de l'entreprise, il y a également la perspective d'évolution, évidemment. Hein. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés peuvent être plus pessimistes par rapport à ce qui se passe ou est-ce qu'ils gardent quand même un optimisme en disant « je suis jeune » Alors, pessimisme, je n'aime pas ce terme-là, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où quand on allume le récepteur, tout est sombre. Les jeunes sont réalistes. Forcément, ils ont de la matière grise, ils voient bien ce qui se passe autour d'eux. Toutefois, ils savent que le marché du travail, ils ne peuvent rien, ce n'est pas eux qui le changeront. Pour contre, l'énergie qu'ils mettront dans leur démarche sera déterminante. Et en tant que conseillère pour du recrutement, où est-ce que vous conseillerez justement d'investir notre énergie pour la recherche d'un emploi ? Où commencer? Est-ce que les réseaux sociaux professionnels sont importants ou est-ce que vous privilégiez plus des approches classiques, donc réponse à une offre ou... Alors, le point de départ, je dirais, réfléchissez bien sur vous. Pourquoi est-ce que vous avez fait ces études? Que voulez-vous? Ça, c'est déterminant. Hein. Et ensuite, comment... ça, c'est le projet professionnel. Il y a moi, il y a à côté le monde professionnel. Comment est-ce que je vais faire pour faire l'articulation? Donc, il est évident que une chose dont je parle régulièrement, c'est le réseau. Le réseau est puissant. Le réseau, il n'est pas lié au hasard. Il faut savoir l'initier et le faire vivre pendant toute la vie professionnelle. Il y a bien sûr l'incontournable, c'est Internet, hein, et tout ce qui consiste également via Vidéo, LinkedIn, le Facebook, etc. Et il y a également des acteurs tels que les cabinets de recrutement qui peuvent également être un apport, qui ont un regard intéressant de toute façon, qui parfois ont des offres qui ne sont pas diffusées ailleurs, et donc pourquoi ne pas se diriger vers eux également? Il ne faut pas les exclure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'était clair. Est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui d'avoir un profil international? Et si oui, dans quelle mesure? Oui, sans ambiguïté, oui. Il est préférable d'avoir un profil à l'international, ce qui signifie bien sûr de savoir répondre au premier prérequis, c'est la langue et l'aptitude à savoir parler les langues étrangères. D'accord. Et que recherchent finalement des recruteurs chez une personne qui a un background international? Les recruteurs, que ce soit dans le contexte d'un background international ou pas, cherchent avant tout la motivation. Ils cherchent bien sûr une expérience et des savoir-être techniques. Ils cherchent également un savoir-être, hein, parce que c'est ce qui, avec la motivation, fera la différence. Et ils cherchent également à voir les passerelles entre ce que sait faire le candidat ou ce qu'il sait et ce qu'attend l'entreprise. Et bien sûr, savoir faire l'adéquation entre les deux. D'accord. Et finalement, que pensez-vous de l'impact d'Internet sur le recrutement? Donc, le fait que ce soit beaucoup plus accessible, d'avoir des offres, plus facile de développer son réseau. Est-ce que vous pensez, par exemple, c'est un concurrent aujourd'hui, des écoles de commerce, par exemple, qui misent énormément sur leur réseau?
Non, c'est une complémentarité, ça fait partie de l'évolution du marché et du travail et du monde des écoles, donc c'est une continuité, il faut vivre avec son temps. D'accord. Et sur l'impact du recrutement à cause d'Internet, j'imagine que en tant que personne des ressources humaines, vous avez une accumulation des réponses aux offres. Donc, comment est-ce que vous, entre guillemets, vous triez? De toute façon, excusez-moi, je vous ai un peu coupé la parole. Au sein des entreprises, les acteurs des ressources humaines et de la ligne managériale, qui sont également les recruteurs, sont formés aux nouvelles technologies. Oui. Hein, et donc, l'évolution est réelle. Les process de recrutement évoluent de toute façon avec l'évolution des technologies. Et est-ce que ça permet peut-être de pallier l'impact de la crise avec les budgets qui sont de moins en moins grands? Est-ce que c'est moins cher finalement de recruter par Internet? Il y a un impact puisque dans la mesure où plus une entreprise va mettre ses postes en visibilité, plus elle aura de candidatures, donc elle peut jouer là-dessus pour maîtriser les coûts de recrutement parce qu'un recrutement coûte cher à une entreprise évidemment. D'accord. Il me semble que nous sommes quasiment arrivés au terme de 10 minutes, donc je vais commencer la synthèse de ce que vous m'avez dit. Donc tout d'abord, évidemment, la crise a eu un impact qui a l'air assez important, notamment sur le budget de recrutement, donc qui comporte les rémunérations, mais également les frais annexes de formation et tout ce qui compte finalement dans la vie d'une entreprise. Finalement, il y a également une importance pour la formation du salarié, la culture, malgré donc, le développement de la précarité de par la crise. Donc le salaire reste quelque chose de fondamental pour quelqu'un cherchant un emploi, mais la valeur de l'entreprise aujourd'hui prend une importance. Finalement, c'est pas si incohérent quand on voit les envies de notre génération d'être heureux également au travail et plus finalement uniquement de travailler. On voit des jeunes qui sont réalistes, qui savent que le marché du travail ne changera pas grâce à eux, mais qui mettent une énergie que vous conseillez d'investir dans nous-mêmes. Pourquoi nous voulons travailler? Comment est-ce que nous pouvons articuler notre vie professionnelle et notre vie personnelle, d'investir également son réseau. Donc il faut vivre et créer, l'Internet étant un outil vraiment fabuleux pour cela. Et finalement, ne pas négliger les cabinets de recrutement qui passent parfois également par les écoles de commerce. Et donc finalement, sur ma question, regardant par rapport à l'international, les langues sont un facteur déterminant pour pouvoir travailler évidemment. Et il faut savoir que la motivation et le savoir-être dans le recrutement, selon vous, serait plus important que les compétences techniques, donc le savoir-faire de quelqu'un. Et finalement, donc, le réseau aujourd'hui, grâce à Internet encore, devient la complémentarité avec les écoles. Les recruteurs sont formés aux nouvelles technologies et donc permettent peut-être de pallier un petit peu les réductions des budgets à cause de la crise et d'augmenter la visibilité de l'entreprise et donc d'avoir parfois des meilleurs candidats. Très bien, très bonne restitution, merci. Nous allons passer à l'entretien. D'accord. Donc tout d'abord, nous allons vous demander de vous présenter. Donc moi, je m'appelle Benoît Morin, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Commerce International à Notre-Dame-du-Grand-Champ à Versailles. Ce BTS a été l'occasion pour moi de faire 2 expériences professionnelles, dont une qui a été particulièrement marquante pour moi. Je suis parti chez Alstom Transport à Pékin à 18 ans tout seul, donc c'était vraiment quelque chose de fort pour moi. D'autre part, j'ai une formation assez atypique. En effet, j'ai été élevé et éduqué à l'étranger. J'habitais 12 ans entre les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse, ce qui fait de moi un étudiant trilingue. D'autre part, je suis un grand passionné de musique, notamment de hip-hop des années 90. Donc je pense que c'est en partie dû à mon voyage aux États-Unis. Et d'autre part, de sport. J'ai pratiqué la natation pendant 12 ans en compétition. Et je pratique régulièrement du football et du rugby avec mes amis. Et si je suis face à vous, c'est pour vous montrer toute ma motivation pour intégrer Grenoble. Justement, pourquoi souhaitez-vous intégrer notre école ? Tout d'abord, j'ai été baigné en fait, dans les nouvelles technologies depuis tout petit. Donc, mon père a travaillé dans des startups et il m'a vraiment un peu donné ce virus-là. En 4e, je démontais mon ordinateur pour le rendre plus puissant. Donc voilà, c'est vraiment la nouvelle technologie, c'est quelque chose qui m'anime. Donc Grenoble est vraiment sur le créneau qui me plaît en étant dans la Silicon Valley française. Il y a beaucoup de vos entreprises partenaires qui sont en cohérence avec mon projet professionnel qui travaille dans l'économie numérique, plus particulièrement dans le cloud computing. Je pense à IBM avec leur projet Smart Cities, Google avec Google Cloud Print, Google Docs ou Google Drive, et également Microsoft avec Office 365. Donc, qui sont des projets assez novateurs donc, dans le cloud qui est une des grandes opportunités donc aujourd'hui du domaine de l'économie numérique. D'autre part, comme je vous disais, j'ai un parcours international.
j'aimerais continuer à développer notamment mes capacités linguistiques qui sont finalement si importantes pour le recrutement. Vous proposez un parcours trilingue dès la première année, donc, qui me permettrait de continuer à étudier en anglais et en allemand et de développer par exemple des termes techniques en droit ou en comptabilité qui me permettront d'être un manager excusez-moi, plus performant sur une échelle internationale. En deuxième année, vous avez également un master en business international donc, que j'ai la possibilité de faire à Pékin. Donc j'aimerais vraiment retourner dans cette ville parce que je suis tombé amoureux et je pense que j'ai pas eu le temps de vraiment en faire le tour. Et finalement, donc il y a l'aspect associatif. Donc en étant un sportif, évidemment, le BDS m'intéresse. J'ai eu l'habitude d'un peu travailler en groupe et je pense que l'association, c'est aussi quelque chose d'assez formateur sur ce point de vue-là. Et pourquoi pas également votre association de musique, Nymphonie, donc, qui est le seul label étudiant de France, qui produit réellement des artistes, qui travaillent. C'est une véritable entreprise finalement, qui pourrait peut-être me faire travailler avec ma passion de la musique. Et évidemment, le réseau de l'école. Donc, le fait d'avoir des professionnels sortis de Grenoble qui vont être justement dans l'économie numérique, de par la spécialisation de l'école, qui vont me permettre de trouver un stage, peut-être un CDI à terme. Et moi également, un jour, faire partie de ce réseau-là, l'animer, faire partie d'une entité finalement. Alors, vous nous avez dit beaucoup de choses. Moi, je voudrais revenir sur le terme de management. Ça m'intéresse, le management. Quelle est votre vision du management? Qu'est-ce que c'est qu'un bon manager? Alors, je pense que tout d'abord, il y a une qualité assez importante, c'est l'empathie. Donc, savoir comprendre la personne en face de soi, savoir comprendre que tout le monde n'est pas motivé de la même manière pour les mêmes projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je m'en suis rendu compte, notamment dans les travaux en groupe. Parfois, vous allez avoir des personnes, la matière ne les intéresse tout simplement pas. Et là, il faut vraiment essayer de les motiver plus avec. Ça compte pour 40% de votre semestre. Donc, si vous voulez pas avoir un rattrapage et un peu faire passer la matière que vous n'aimez pas, investissez-vous. Donc, je pense que ça, c'est assez important dans le management de savoir comprendre les gens. D'autre part, il faut aussi apprendre à impliquer les gens dans la tâche. Donc, faire en sorte qu'ils soient acteurs, qu'ils soient proactifs, pour que tout le monde se sente intégré au projet et donc du coup s'y investisse, pour qu'on définisse une stratégie globale. Ça passe par quoi, cette capacité à savoir impliquer les gens? Qu'est-ce que ça implique? Personnellement, dans les travaux en groupe, après en entreprise, je pense que j'ai une expérience, j'ai jamais eu vraiment d'expérience de management en entreprise, c'est plus moi qui ai été managé, mais de ce que j'en ai retiré, par exemple, de ce que mon manager en Chine, il se comportait comme ça avec moi, il m'a fait confiance graduellement en fait. C'est-à-dire au début, il me donnait des projets qui étaient un peu moins importants, quand il a vu que je faisais du bon travail, il me donnait des choses un peu plus importantes, et à terme, j'ai vraiment géré une étude de marché moi-même, donc finalement, il m'a impliqué parce qu'à chaque fois, il me donnait un peu plus. Et comme il voyait que j'étais motivé, que j'avais faim, entre guillemets, ça m'a impliqué. Après, je pense, dans le travail en groupe que j'ai pu faire, c'est assez... parfois, il va y avoir une personne qui va vouloir tout contrôler, un peu faire le Mussolini du travail en groupe. Et ça, c'est vraiment pas bon, parce que s'il y a une personne qui définit la stratégie, s'il y a une personne qui définit les rôles, là, les personnes, tout de suite, elles vont se dire, c'est pas mon projet. Alors que si vous laissez une part à l'implication et à la curiosité des personnes avec lesquelles vous travaillez, je pense que tout de suite, ils s'imprègnent plus du sujet. Mais oui, et qu'est-ce qui va garantir que votre projet va aboutir? Parce que là, vous avez des qualités très importantes, l'empathie, la confiance, la capacité d'impliquer les gens. Est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Qu'est-ce que son patron va attendre de lui? Il va attendre que le projet soit mené en temps et en heure. Et donc, à un moment donné, que doit faire le manager? Poser des deadlines. Je pense que c'est important en divisant le travail. Et ça passe par quoi? Par quelle qualité? Une forme de légitimité, une forme... Il faut qu'il sache décider. Oui, décider, c'est vrai. Prendre des décisions. Entre autres. Ouais. Après, encore une fois, comme je vous disais, c'était vraiment dans le cadre de travaux en groupe d'étudiants. Donc, il n'y a jamais vraiment eu de manager en tant que tel. Justement, on parlait des qualités. Si on interrogeait vos amis, on dirait quoi de vous? Alors aussi bien en termes de qualité, et puis avec des exemples, et puis peut-être les choses que vous devez améliorer. Ils diraient quoi selon vous? Je pense que tout d'abord, il dirait que je suis quelqu'un qui est dynamique. J'ai souvent le sourire. Je pense que c'est important d'arriver au travail et d'être avec des gens qui sont optimistes. Je pense que c'est ma capacité à vraiment relativiser, à prendre un peu de recul et même quand ça ne va pas, continuer à être positif. J'ai eu des expériences personnelles assez difficiles.
Mais bon, c'est quelque chose, vraiment, pour moi, c'est important d'être dynamique et souriant au travail. Ensuite, il dirait que je suis ouvert d'esprit. Je pense que les 12 années passées à l'étranger, ça laisse des traces. Forcément, j'ai dû me confronter à différentes cultures, à différentes façons même d'éduquer les gens, entre le système américain et le système français. Quand je suis arrivé à Berlin, donc dans le collège français, au lycée américain, c'était tout est very good, beautiful, etc. Quand on arrive en France, finalement, j'étais pas si bon que ça en orthographe, donc on déchirait ma copie devant toute la classe. C'était des choses qui pour moi étaient impossibles aux États-Unis. Donc, je pense que ça aussi, ça donne ma dernière capacité d'adaptation. Ma dernière qualité qui est la capacité d'adaptation. Mes amis, ils n'ont pas peur, par exemple, de m'inviter à une soirée où je connais personne parce qu'ils savent très bien que je suis avenant, je vais aller parler vers les gens. Ça fait également partie de ma curiosité. Je l'utilisais dans le sport, par exemple en natation, j'arrivais pas à bien nager le papillon, donc je regardais ceux qui étaient un peu plus grands que moi quand j'étais petit, comment ils faisaient les gestes. Mais pareillement, chez Alstom, ma curiosité m'a permis donc, de faire une étude de marché de meilleure qualité. C'est un produit technique, c'est un tramway, donc je ne le comprenais pas. Et du coup, je suis allé à l'étage des ingénieurs et j'ai commencé à poser des questions pour comprendre, parce que je voulais rendre un travail de bonne qualité. Et même, ça m'intéressait. J'aime pas être dans une situation où je ne comprends pas, en fait. Donc vraiment, la curiosité, je pense que c'est quelque chose qui me définit pas mal. Ensuite, au niveau des défauts, parce que j'en ai aussi, je pense que ce serait le manque d'organisation. Voilà, il y a des gens, je pense, qui sont nés organisés, moi c'est pas le cas. Pourquoi dites-vous cela? Écoutez, moi, je prends exemple sur mon frère, donc en théorie on a les mêmes parents, et lui il est très organisé, très structuré, il y a des dossiers pour tout, et moi écoutez c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en fait. Donnez-nous un exemple qui témoigne de votre manque d'organisation. Et en quoi vous êtes pénalisé? Ma chambre. Est-ce que ça vous pénalise pour atteindre vos objectifs? Écoutez, cette année, j'ai fait beaucoup de travail justement là-dessus, parce que je me suis également investi dans quelque chose d'extrascolaire. Il y avait un concours organisé par les conseillers du commerce extérieur, donc qui sont des anciens expatriés qui sont nommés par le Premier ministre pour promouvoir le commerce international auprès des jeunes. Et j'ai passé un concours donc, qui s'appelait le prix de l'international. Donc je suis arrivé 3e dans les Yvelines. Et donc, je devais faire un executive summary sur mon voyage. Je devais également faire un rapport de stage, mais qui faisait une longueur d'environ 30-35 pages. Et ensuite, j'avais une présentation à l'oral. Donc, ensuite, j'ai eu une remise de prix à la mairie de Versailles. C'était vraiment très gratifiant pour moi. Et à côté de ça, j'ai passé mon BTS, j'ai été major de ma promotion cette année. Et d'autre part, j'ai passé les concours. Donc forcément, cette année, il y a un moment où j'ai voulu tout faire, sans parler du sport et des activités extrascolaires. Donc j'ai vraiment dû m'organiser. Par exemple, tous les samedis, j'allais à la bibliothèque pour les écrits avec un planning précis de ce que je voulais faire. Et ce n'était pas une question de temps, c'était vraiment une question de j'ai ces dossiers-là à attaquer, tant que ce n'est pas fini, on ne part pas. Donc vraiment, là cette année, j'ai fait des fiches, je me suis vraiment structuré. Et finalement, ça m'a permis aujourd'hui d'être face à vous. Donc je pense que j'ai toujours du travail dessus. J'espère aussi qu'en école, je pourrai progresser sur ce point de vue-là. Je pense qu'entre les cours, les associations, tout ce qui est extrascolaire, va y avoir un gros travail d'organisation à avoir, puisque les travaux en groupe, il faut que tout le monde soit disponible. Ça va être un travail beaucoup moins personnel finalement, mais beaucoup plus en groupe. Donc je pense que l'organisation sera une qualité primordiale, surtout si je veux prendre par exemple un poste de leadership dans une association ou au sein d'un travail en groupe. Il va y avoir une question de légitimité, une question d'exemplarité, et ça passe forcément par l'organisation. Pourquoi vous et pas un autre candidat? Pourquoi on devrait vous choisir vous? Tout d'abord, j'aimerais ne pas dénigrer les autres candidats parce que je ne les connais pas, et s'ils sont arrivés face à vous, c'est que je pense qu'ils ont la tête bien faite. D'autre part, je pense que tout d'abord, on n'est pas imperméable aux relations humaines, qu'on apprend des personnes qu'on côtoie, et que mes 12 années à l'international sont vraiment un atout. Donc j'ai un amour pour l'international que j'aime beaucoup partager. Par exemple, mon expérience en Chine, à Pékin, généralement les personnes me font « mais Pékin, c'était bien ». Et au terme de la conversation que j'ai avec eux, souvent, ça les attire à la fin. Donc je pense que cette ouverture d'esprit, cette curiosité, j'aime beaucoup la retranscrire et la partager aux gens. Ensuite, d'autre part, je suis vraiment déterminé quand j'ai des convictions. Je pense que je me le suis vraiment prouvé déjà à travers dans le sport, mais également cette année dans les études. En étant major de ma promotion, c'était vraiment une belle réussite pour moi. Et cette détermination, je suis quelqu'un de communicant, je pense que ça se voit, et je pense que j'ai la capacité de partager cette détermination, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me passionne, et à partir de ce moment-là, je pense que je serais capable de créer une forme d'émulation, une forme d'envie chez les gens. Et sinon, d'autre part, je pense que mon projet professionnel est très cohérent avec votre école.
Grenoble, c'est l'école d'innovation. Vos entreprises partenaires sont vraiment des entreprises dans lesquelles j'ambitionne de travailler. Donc, comme je vous disais, IBM, Google, Microsoft ou encore Capgemini. Vous avez des modules qui collent exactement avec mon projet professionnel, donc de travail international, le parcours trilingue, vous êtes la seule école à me proposer ça, donc en première année, et j'ai déjà les compétences linguistiques, donc c'est pas comme si j'allais dans cette classe-là pour apprendre à parler allemand, mais c'est plus pour développer des capacités vraiment concrètes. Donc je pense que ce mélange donc, entre un projet professionnel cohérent avec votre école, une capacité donc, à communiquer sur mes expériences et à fédérer les personnes, ainsi que donc ma détermination d'être un bon élève chez vous, feront de moi un bon candidat. Et là, je vous entends, vous êtes très positif sur tout ce que vous faites, donc très bien. Et il y a un sujet sur lequel vous ne souhaiteriez pas que nous vous interrogions? Écoutez, pas vraiment, parce que je pense qu'on apprend toutes ces expériences. Après, par exemple, après le bac, c'était un échec pour moi d'arriver en BTS. C'était pas quelque chose qui était prévu. Comme je disais, personnellement, ça a été une année assez difficile, la terminale. Et bon, voilà, finalement, je suis arrivé en BTS, mais j'ai su rebondir. Je pense que c'est important. C'est important, j'aurais jamais pu partir en Chine. C'est en Chine où, par exemple, j'ai entendu parler de Grenoble, parce que j'ai commencé à dire à mes collègues que j'aimerais bien faire une sup de co, que je voulais passer les concours. Et donc, je leur avais également parlé de ma passion tous les jours, au repas, de ma passion pour les nouvelles technologies. Et ils m'ont dit, mais tu sais Benoît, il y a Grenoble, c'est vachement intéressant. Donc par exemple, cet échec-là m'a permis de rebondir. Donc je préfère vraiment regarder ce que les expériences m'ont apporté, parce que je pense que je suis le fruit de mes expériences finalement aujourd'hui, plutôt que de regarder quelque chose comme un échec. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? L'hypocrisie. Que faites-vous quand vous êtes face à quelqu'un où vous sentez qu'il est hypocrite? Je le mets face à la situation. Comment? Je n'ai pas entendu. Je le mets face à la situation. Comment? Donc, en lui montrant qu'il est hypocrite envers moi, c'est-à-dire dans un contexte en me disant, par exemple, la dernière fois, on était dans un travail en groupe et la personne n'avait toujours pas rendu son dossier, il me disait, je reçois pas tes mails. Et voilà, il me mentait ouvertement et je lui ai dit, écoute, montre-moi ton PC, montre-moi ta boîte mail, on va voir si tu l'as pas reçu. Et finalement, il s'est avéré qu'il avait bien reçu. Je lui ai fait, il n'y a pas de problème. Enfin, tu me dis, j'ai pas eu le temps de travailler, j'avais entraînement, j'avais quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème, je suis compréhensif. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, quand on me ment, quand on est hypocrite envers moi ouvertement, ça a le don vraiment de m'énerver. Donc ensuite, je prends sur moi, parce que c'est important de toujours garder son calme, de savoir parler avec les gens. Mais non, si je devais vraiment définir quelque chose que j'aime pas, ce serait ça. Votre prochain challenge, quel est-il? Le Master en Business International. Donc chez vous, je sais que c'est un programme assez sélectif. Il faut environ 14 de moyenne, mais bon, après, il y a un entretien en anglais. Ouais, je marche toujours par challenge. Et ensuite, une fois, si je réussis, ce sera mon échange. J'ai vu que vous avez un partenariat avec Duke University aux États-Unis. Donc j'aimerais vraiment retourner là-bas parce que faire les États-Unis en tant qu'étudiant, j'y habitais en étant très jeune. J'aimerais vraiment voir ce que c'est le campus américain. En plus de ça, Duke University, ils sont très forts en sport, notamment en basket. Donc c'est vraiment les campus, c'est quelque chose qui me fait un peu rêver. Je n'ai pas compris le si. Vous avez mis un si que je ne comprends pas. J'espère l'avoir, mais après... Je vais l'avoir. Je vais l'avoir, oui. J'espère. Moi, je vais quand même mettre un si. Si on prend une baguette magique, dans 10 ans, votre vie, si elle est réussie, elle ressemble à quoi? Vous faites quoi? Vous êtes où? Déjà, à 29 ans, j'aimerais avoir un équilibre d'un point de vue personnel. Donc un pied dans ma vie de famille, parce que moi j'ai besoin de ça en fait, de faire vraiment l'équilibre professionnel et personnel. Je pense que c'est facile? Non. Non, non. Et personnellement je suis quelqu'un d'ambitieux, je pense que c'est une valeur que je partage avec votre école. Et justement, il y a des métiers, on sait très bien, même ma volonté d'aller à l'international, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, imaginez, je fais un VIE après l'école, j'aimerais vraiment faire un VIE après Grenoble, repartir en Asie ou pourquoi pas, enfin n'importe où, moi je suis ouvert à tout, finalement je suis curieux. Et je me dis, voilà, imaginons que je rencontre une fille dans l'école, que pendant 4 ans ça se passe très bien, mais que finalement je lui fais, pardon, mais je pars 2 ans. Donc ça, c'est sûr que l'équilibre est difficile à trouver. Mais pour revenir à votre question, vis-à-vis, si j'avais une baguette magique, moi j'aimerais vraiment travailler, donc, comme je vous le disais, chez Google. Dans 10 ans, si je pouvais travailler chez Google. Ensuite, dans quelle fonction, dans quel métier, je ne sais pas encore, je me laisse le choix. C'est aussi pour ça que je fais une école de commerce, pour avoir une formation généraliste et pragmatique vis-à-vis
des problématiques que je vais pouvoir rencontrer en entreprise. Après, je pense que j'aurai un penchant pour la vente quand même. Je pense que je suis un bon communicant, je parle 3 langues. J'arrive bien à sentir donc, les différentes cultures, les différentes hiérarchies et à adapter mon discours. Donc pourquoi pas, si c'est un produit dans lequel je crois, pourquoi pas. Sinon, oui. Je voudrais vous arrêter parce qu'il paraît que les commerciaux, les bons commerciaux, peu importe quel produit, de quel produit il s'agit, sont capables de convaincre n'importe quel client. Après, qu'avez-vous objecté? Je pense que je pourrais vendre beaucoup de produits, mais après, moi, je me pose des limites éthiques. Tout simplement, c'est une question de valeur. C'est exactement comme je vous disais, c'est important pour moi d'avoir un équilibre famille-profession. Bah, c'est important aussi pour moi de travailler et de rentrer chez moi le soir et d'être content, quoi. Okay. Nous sommes arrivés à terme de l'entretien. Voulez-vous rajouter quelque chose pour conclure? Écoutez... Un mot, au moins un mot. Un mot? Oui. Bah merci, avant tout. Merci de m'avoir écouté, mais j'espère à l'année prochaine. Okay. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci madame. Merci madame. Benoît. Au revoir. Au revoir. Candidat, hein? Un candidat bon. Excellent. Ah oui. Excellent. Vraiment, dans les 3 parties de l'entretien, aussi bien son mini-exposé que l'interview qu'il a très bien menée, j'ai trouvé. Tout à fait. Il a su rebondir. Il a été très pertinent pendant l'interview, en effet. Dans les questions. Les questions étaient pertinentes, intéressantes. L'échange était vraiment intéressant. Il y avait une progression. On ne tournait pas toujours autour des mêmes sujets. Il a su vraiment se servir. Il a piloté l'entretien, il a piloté. Il a vraiment piloté. Je trouve que la restitution était très bonne derrière aussi. Oui, oui. Il avait pris des notes, donc s'il prouve quand même une certaine organisation. Donc il travaille dessus. Oui, donc très bien. Et après, au niveau de ses motivations pour intégrer l'école, elle me semble tout à fait légitime, tout à fait justifiée, en cohérence avec son projet professionnel. Un candidat qu'on aimerait avoir dans notre école, je pense. Le seul conseil que je pourrais lui faire, c'est d'oublier les « je pense que » un peu. Il n'a pas à minimiser. Il est vraiment excellent, cohérent, authentique et la dynamique. Des petites anecdotes, vraiment. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai trouvé que ce que j'ai noté, que c'était quelqu'un. Enfin, on ressent vraiment sa passion. Oui. Comme tu disais, les anecdotes. Il donnait beaucoup d'exemples. Du coup, ça illustre, c'est vivant. Il s'est parfaitement bien renseigné sur l'école, donc il fait les liens. J'ai repéré telle chose qui va me permettre de. Donc vraiment, c'est agréable. Dans l'école. J'ai noté des petites phrases d'humour, ça c'est bien sympa. Quand il nous a parlé de sa chambre, j'ai trouvé que c'était excellent. Et il s'est aussi très bien renseigné sur les métiers. Quand on lui a posé la question de la baguette magique, c'était précis, Google, je sais pas. Enfin, le master dans l'école qui va lui permettre d'arriver à telle fonction, son parcours international. Voilà, moi juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au conseil, au début je trouvais que ça parlait un peu vite. Oui. J'avais besoin de respirer, voilà. Mais sinon, sur le fond, parfait. C'était juste peut-être... C'était très dense, oui, en effet. Oui. Très dense. Beaucoup d'informations. Un petit peu moins vite, mais sinon, non. Très bien. Oui, et ce qui est bien chez ce type de candidat, en plus, c'est que lui, il nous dit ses valeurs. Il a des valeurs et il les réaffirme. Bien sûr que je veux être performant, je veux atteindre tous mes objectifs, mais dans le respect des valeurs. Et là, ça le rend encore plus complet. Oui. Il est très cohérent Absolument. Dans son discours. Souriant. De conduite. Oui, tout à fait, souriant. C'est excellent. Oui, rien à dire. D'autres. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, nous sommes d'accord. Bon, on le prend. Oui. Ah oui. Très bien. Aucune hésitation.